Tête à tête ce vendredi au Rwanda entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Au menu, les relations bilatérales entre la RDC et le Rwanda. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, convoqué par le vice-premier ministre de la Sécurité pour des orientations. L'objectif étant notamment d'insister sur le respect de la dignité humaine après le ras-le-bol de la population quinoise suite aux mesures prises par l'autorité urbaine concernant les gestes barrières. On va également parler de la version des faits de Constant Omari au sujet de sa suspension par la FIFA. Il s'agit, selon lui, d'un consentement mutuel. C'est l'heure du journal. Merci d'être nombreux à nous suivre. Le président de la République, Félix Tshisekedi, et son homologue rwandais, Paul Kagame, ont eu en tête-à-tête ce vendredi au Rwanda. D'après plusieurs sources, l'entretien a tablé sur les relations bilatérales entre les deux pays. Ils en ont profité pour évaluer les dégâts causés par l'éruption volcanique de Nyiragongo. Les deux chefs d'État ont fait le tour de Rubavu-Gisenyi, ville voisine de Goma, elle aussi affectée par les secousses sismiques qui ont suivi l'éruption volcanique de Nyiragongo du 22 mai dernier. Au quartier Madjangu de Rubavu, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont marché à pied pour s'imprégner de l'ampleur des dégâts de la catastrophe naturelle du Nyiragongo. Une grande fissure traversant les centres-villes de Rubavu a détruit sous sa trajectoire plusieurs maisons d'habitation et certains édifices publics. À bord d'une même voiture conduite par le président Paul Kagame, les deux chefs d'État ont été ovationnés par les habitants de Rubavu. Les deux présidents ont terminé leur visite de travail à l'hôtel Serena de Rubavu où ils ont eu un tête-à-tête de près de 2 heures. Aucune déclaration n'a été faite à la presse à l'issue de cette entrevue. Les deux chefs d'État ont convenu de s'adresser à la presse à l'issue d'une visite analogue ce samedi 26 juin à Goma, en terre congolaise. En effet, ce samedi 26 juin, le président Félix Tshisekedi va accueillir à Goma son homologue rwandais Paul Kagame. Le président Félix Tshisekedi et son homologue Paul Kagame auront une séance de travail qui sera couronnée par la signature d'un certain nombre d'accords de coopération dans le cadre de leur appartenance à la communauté des États d'Afrique de l'Est. Après le ras-le-bol de la population quinoise suite aux mesures prises par l'autorité urbaine de la ville de Kinshasa concernant les gestes barrières, créant ainsi les embouteillages et difficultés de transport mercredi dernier, le vice-premier ministre de la Sécurité Daniel Assello a convoqué le gouverneur Jean-Tini Ngobila pour des orientations, l'objectif étant notamment d'insister sur le respect de la dignité humaine. Suite à la tension observée le mercredi 23 juin à travers la ville-province de Kinshasa, où le transport a connu une perturbation regrettable du fait des mesures prises par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. Pour lutter contre la Covid-19, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Assello, a convoqué une réunion où le gouverneur a été convié pour expliquer la situation. Nous allons continuer la sensibilisation, nous allons communiquer avec la population pour faire comprendre à notre population quinoise que le danger est là. Il est évident que le coronavirus tue nos populations. Le coronavirus envoie nos populations dans des centres hospitaliers et c'est grave. Tout en rappelant les conclusions de la réunion technique du gouvernement sur les mesures à prendre contre la Covid-19, le patron de la sécurité a insisté sur les risques de la 3e vague, martelant également sur la nécessité de la protection de la population. Se mettant d'accord avec le gouverneur de la ville sur les mesures à prendre, la nécessité d'une communication a été martelée par Daniel Assello afin de permettre à la population quinoise de comprendre la portée des mesures prises. Le port du masque étant strictement obligatoire, le gouvernement provincial a insisté également sur les conditions de transport où le nombre sera déterminé selon les places. Occasion faisant les larrons, le gouverneur Jean-Tini Ngobila a évoqué la problématique des embouteillages dans la ville où l'absence de routes secondaires a été la principale articulation, sans oublier l'incivisme de certains policiers de circulation routière.
À la vice-primature de la fonction publique, le jury a rendu le résultat et le classement des candidats après compilation en présence du vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou qui tient au rajeunissement de l'administration publique. Désormais, la 7e vague va débuter avec la formation. Les totales sur 100% pour l'épreuve orale que nous allons convertir à 40%. Comme le professeur venait de le dire, que l'épreuve écrite c'est sur 60% et l'épreuve orale 40%. Donc on va convertir les 100% à 40%. Les candidats au recrutement à l'École nationale d'administration connaissent désormais leur sort. Après un travail réalisé par les jurys, le résultat et les classements par ordre de mérite des candidats ont été publiés ce jeudi. C'est là, en présence du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou Eboa, qui, à l'occasion, a souligné toute sa détermination pour mettre tout en œuvre dans l'affectation des énarques dans l'administration publique après leur formation. Nous allons œuvrer pour que nous passions de 100 étudiants ou lauréats à davantage de 200 d'ici l'année prochaine. Mais ça va évoluer avec les temps. Aujourd'hui, ces mécanismes innovants vont être mis en place pour que, à mi-parcours, que nous sachions déjà où est-ce que nos lauréats seront affectés. Le président du jury a démontré la célérité avec laquelle le travail a été réalisé. Je suis d'une manière générale très content du travail qui a été fait en amont à partir de la sélection à l'épreuve écrite. J'étais très émerveillé de voir qu'il y a des candidats qui me donnaient l'impression qu'en fait, ils étaient en train de perdre du temps en attendant même d'être sélectionnés. Et donc, c'était quand même une formalité nécessaire parce que le recrutement se fait sur base de principe de compétition. Le rajeunissement de l'administration publique passe par la formation, d'où tous les sérieux mis dans le recrutement de nouveaux élèves de l'ENA. C'est là dans le but de préparer le futur cadre du pays. L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar a lancé un cri d'alarme aux autorités congolaises via le ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, Chérubin Okende, lors d'une réunion de travail jeudi. Allons croire, les équipements octroyés à la RDC pour servir de communication et de coordination entre les centres d'intérêt aéronautique de Bangui et de Badolité moisissent au port de Matadi depuis le 20 décembre dernier, 2020, et pour cause, la régie des voies aériennes, utilisatrice de ces matériels, n'a entrepris aucune démarche sérieuse pour les dédouaner et les acheminer dans les provinces du... C'est un cri d'alarme que l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar a lancé aux autorités de la République démocratique du Congo par le ministre des Transports, voies des communications et de désenclavement, Chérubin Okende Senga. C'est jeudi 24 avril 2021, lors d'une séance de travail tenue au cabinet du ministre. Des équipements octroyés à la RDC pour servir de communication et de coordination entre les centres d'intérêt aéronautique des Bangui, RVA et des Badolité moisissent au port de Matadi depuis le 20 décembre 2020 parce que la régie des voies aériennes utilisatrice de ces matériels n'a entrepris aucune démarche sérieuse pour les dédouaner et les acheminer dans la province du Nord-Ubangi pour la sécurité aérienne de la sous-région. Nous tenons à remercier les autorités congolaises pour la détermination à la résolution des problèmes de sécurité aérienne dans les espaces aériens que nous gérons ensemble. Devant la gravité de la situation, la forte délégation de la Sénat, composée de 7 personnes, a été amenée urgemment auprès du ministre des Transports, voies des communications, par voie diplomatique. Elle a été conduite par Joachim Chisambu Mbundu, représentant de la Sénat auprès du Congo-Brazzaville. Le directeur général adjoint de l'Agence nationale de l'aviation civile du Congo-Brazzaville était également de la délégation. Devant cette situation qui jetait les discrédits sous la RDC, Chérubin Okende a pris toutes les dispositions qui s'imposent. Il a aussitôt contacté son collègue des finances en vue de donner un enlèvement d'urgence pour le dédouanement et l'acheminement des matériels vers Badolité. La diligence dont a fait montre Chérubin Okende vient ainsi de sauver l'honneur du pays devant la Sénat pour la sécurité aérienne en République démocratique du Congo et dans la sous-région.
Pour rappel, la Sénat est un établissement public international régi par la Convention de Dakar révisée en 2010, disposant d'une personnalité juridique et jouissant de l'autonomie financière. Créée à Saint-Louis du Sénégal le 12 décembre 1959, l'Agence pour la sécurité et la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar constitue, après plus d'un demi-siècle, un modèle achevé de gestion coopérative des espaces aériens. Après le lancement de la campagne Tolérance Zéro immédiate par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour lutter contre les violences sexuelles et basées sur le genre et l'impunité, l'heure est à la synergie au ministère de Genre, Famille et Enfants. La section genre de la MONUSCO se dit prête à accompagner cette campagne pour une réussite totale, dit-elle. C'est ce qui ressort des échanges ce 25 juin 2021 entre les deux parties. Avec la présidente de l'Assemblée provinciale d'Olomami, Isabelle Yumba Kalenga, la ministre du Genre, Famille et Enfants s'est imprégnée de grandes préoccupations liées aux femmes et aux enfants de cette nouvelle province, ici de l'ex-Katanga. Nous sommes venus voir Madame Son Excellence du Genre pour présenter nos civilités. Et nous avons échangé, surtout pour promouvoir la femme d'Olomami et la jeune fille. Elle a été d'une oreille attentive et elle a promis quant à des solutions. Gisèle Ndaye-Luseba a aussi reçu les félicitations et encouragements de Fatou Keïta de la section genre de la MONUSCO pour la campagne Tolérance Zéro lancée il y a peu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous avons pu échanger avec elle sur les priorités de la MONUSCO, notamment en matière d'appui à l'égalité des genres, mais aussi d'identifier un peu les besoins du ministère, de son département. La MONUSCO pourra soutenir, appuyer la mise en œuvre des différents axes de cette nouvelle campagne en matière de prévention donc, des violences sexuelles et basées sur le genre, mais aussi en matière d'accès à la justice et d'accès à des services donc, compréhensifs pour les femmes ou les filles survivantes de violences. La ministre du Genre, Famille et Enfants a aussi échangé avec la présidente des femmes chinoises résidant en République démocratique du Congo, venue non seulement présenter les civilités, mais aussi faire de Gisèle Ndaye-Luseba membre d'honneur de leur association. S'imprégner des prix de poissons chinchard à l'exportation et formaliser un contrat sur les échanges commerciaux entre la RDC et la Namibie, c'est l'objectif de la mission d'une dizaine de jours qu'a effectué le ministre congolais de l'économie Jean-Marie Kalumba Yuma Windhoek. Il était accompagné d'une délégation composée notamment des experts de son ministère, de la primature et du commerce extérieur. Reçu par le ministre namibien de Pêche et Élevage, Jean-Marie Kalumba a salué les bonnes relations existantes depuis plusieurs décennies entre les deux pays. Il a présenté les potentialités de la RDC dans le cadre d'un éventuel accord État-État. Monsieur le représentant de la corporation, il a souligné qu'il y a 90% de votre production qui est exportée vers la République démocratique du Congo. L'accord commercial entre les deux pays devrait concerner principalement la fourniture de poissons chinchard, l'une des grandes richesses de la Namibie et les plus consommées dans la capitale congolaise. Dans la même optique, la délégation congolaise a eu les informations nécessaires sur le prix des poissons à l'exportation et la douane auprès du ministre namibien des Finances. À 400 km de la capitale Walvis Bay, Jean-Marie Kalumba et sa délégation ont échangé avec les industriels namibiens pour voir clair dans les contrats avec les importateurs congolais. Ils ont également visité les installations de la société Tunacor, les plus grands exportateurs de chinchard vers la RDC. Depuis son arrivée à la tête du ministère de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba milite pour le juste prix de produits de première nécessité sur le marché afin de protéger les consommateurs. Et son souci majeur est de mettre fin aux abus de certains importateurs congolais concernant le prix et veiller au respect de la marge bénéficiaire reconnue par la législation congolaise en la matière. Le monde a célébré ce vendredi la journée des gens de mer, une célébration dédiée à la reconnaissance du travail des marins, de l'inestimable contribution apportée au commerce international et à l'économie mondiale, souvent à grands frais personnels pour eux-mêmes et leurs familles.
En République démocratique du Congo, le géant des mers, Ligne maritime congolaise, le transporteur de l'État congolais qui ont célébré cette journée ont rendu un hommage bien mérité aux marins du monde entier. Pour le directeur général Cédric Chizaïnga Kapumba, c'est l'occasion de montrer le respect, la reconnaissance et la gratitude à tous ces hommes qui font un grand sacrifice pour arriver à transporter des grandes cargaisons, un travail noble qui contribue au développement de notre pays et au rapprochement avec l'Afrique et le monde entier. On ne peut que célébrer cette journée qui révèle un grand sacrifice que tous ces gens, tous ces hommes qui laissent leur famille, qui passent des mois pour arriver à transporter des grands tonnages, des grandes cargaisons, parce que vous devez savoir aujourd'hui que ce n'est que par la mer qu'on peut transporter tout ce qui vient, tout ce qui relie le monde, tout ce qui relie les différents continents. On ne peut que célébrer ces gens et pour ce travail noble qu'ils font et pour cet apport, n'est-ce pas, au développement de notre pays. Engagé dans la relance de la société, l'actuel comité de gestion des lignes maritimes congolaises tient également à avoir un équipage jeune congolais étant membre de l'Académie régionale des sciences et techniques des mers en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans la relance et la relance on va avec la formation. Dans notre façon de relancer, dans notre façon de voir l'armement national, il faudrait très vite, avec les différentes écoles des marins, voir comment on peut recruter les jeunes, surtout l'étendue du territoire national, pour les amener à être formés et pour que LMC puisse avoir son équipage personnel, son équipage congolais. Pour cette année, suite aux restrictions prises contre la pandémie de Covid-19, aucune manifestation ne sera. Au Nord Kivu, le projet intégré nutrition santé a été lancé jeudi dans la zone de santé de Kiroche, dans le territoire de Massissi. Objectif, lutter contre la malnutrition et contribuer à l'amélioration des situations sanitaires et nutritionnelles des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans. Ce projet intégré nutrition santé, lancé dans la zone de santé de Kiroche dans le territoire de Massissi, consiste à une intégration de l'approche communautaire et multisectorielle dans la lutte contre la malnutrition et la promotion de la santé dans 16 sites de santé des zones de santé de Calais dans le sud Kivu et Kiroche au nord Kivu, a fait savoir Richard Mouindo, directeur de la Caritas Goma. Ce projet qui est financé par la coopération suisse vise également, selon Eustache Dounia, responsable du programme santé et nutrition au sein de cette organisation, à accompagner le gouvernement congolais. Et nous pensons que nos partenaires ont compris cette logique et cette volonté de la Suisse de venir travailler dans une coopération franche et transparente avec les autorités, dans le but de contribuer à l'atteinte des objectifs assignés par les gouvernements dans le secteur de la santé. Ce projet Nutrition Santé a été lancé en présence de quelques autorités, dont le chef des divisions provinciales de la santé. Il promet l'accompagnement du gouvernement pour la réussite du dit projet. Nous vous garantissons toutes les facilités administratives, toutes les facilités techniques dont vous aurez besoin pour que les résultats escomptés dans le cadre de ce projet soient effectivement atteints. Rappelons que ce projet intégré Nutrition Santé, qui sera exécuté par la Caritas pendant environ 30 mois, va contribuer à l'amélioration du bon état sanitaire et nutritionnel de la communauté, et plus spécifiquement celui des femmes enceintes et allaitantes, les femmes en âge de procréer et des enfants de moins de 5 ans. On va prendre cette fois l'assistance en vivre et non-vivre de l'association Women of Faith. Entendez Femmes de foi à plus de 1500 ménages victimes de l'éruption du volcan Nyiragongo installés dans plusieurs sites. Question, dit-elle, de réconforter ces familles. L'association Women of Faith, attendue par la femme de foi, et à son siège national à Kinshasa, avec l'appui financier de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, a assisté à Goma les sinistrés du volcan Nyiragongo à vivre et non vivre, en présence du secrétaire général des affaires sociales et humanitaires. L'objectif de l'assistance est de toucher plus de 10 000 personnes vulnérables du volcan Nyiragongo du 22 mai 2021. Lors de descentes sur terrain, après une séance de briefing, l'association Women of Faith
a identifié 1500 ménages cartographiés dans les villages Rukoko, Ngangi 1, Kasenyi et dans les sites temporaires d'accueil des sinistrés de l'EPKMB. Nous sommes dans les territoires de Nyiragongo, érigés par le gouvernement à cet effet. C'est là après l'actualisation des listes des sinistrés par leurs enquêteurs. Elima Banze Nadine est la coordonnatrice nationale des Women of Faith, une association des femmes de confession religieuse de la RDC. Nous sommes venus partager avec eux le vivre et le non-vivre. C'est grâce à l'église de Jésus-Christ de Saint des derniers jours. L'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours parle d'un acte d'amour à travers cette activité qu'elle a financée, comme le dit ici son représentant à Goma. Les motivations, c'est l'amour. L'amour qui nous a animés d'assister toutes les nécessités. Ayant tout perdu lors de l'éruption volcanique, les sinistrés ayant été catégorisés en personnes de troisième âge, femmes enceintes, femmes allaitantes, personnes vivant avec handicap, veuves et les enfants des responsables des ménages, ces bénéficiaires ont loué l'action de Women of Faith. Notons que le kit distribué aux sinistrés était composé de vivres et non-vivres, dont le riz, la farine de maïs, l'huile végétale, du sucre, haricots, savon de lessive, bouteilles de désinfectants, cache-nez, pagnes, emballage et enfin un moyen de transport les permettant de regagner leur site. De son côté, le gouverneur intérimaire du Lualaba a organisé un dîner de collecte de fonds pour venir en aide aux victimes de cette catastrophe. Fifi Masuka a, au nom du gouvernement provincial, contribué avec une somme de 100 000 $. Mu par les besoins fraternels et humanitaires, le gouverneur intérimaire du Lualaba a, au cours d'un dîner organisé à Kolosi, procédé au lancement de la campagne de collecte de fonds en faveur de populations victimes de l'éruption volcanique de Goma dans la province du Nord Kivu. Pour l'autorité provinciale, cette initiative, qui vient répondre à l'appel du chef de l'État Félix Tshisekedi, vise à renforcer la cohésion nationale en soutenant financièrement et moralement les compatriotes frappés par ces drames. Au nom du gouvernement provincial, Masuka Senififi a débloqué une somme de 100 000 $ américains et 15 000 $ à titre personnel pour la construction des 10 maisons. Masuka Senififi a invité les Lualabais à privilégier l'intérêt patriotique et à s'impliquer davantage pour assister ces populations. On a vu des gens partir avec des bidons jaunes, non pas sur la tête mais sur le dos. Ça fait très mal. Je pense que si les autres, nous avons vu des avions atterrir à Goma, venant du Kenya, venant de l'Afrique du Sud, alors pourquoi pas de Lualaba? Quand Goma, ça ne va pas, c'est toute la République qui ne va pas. Donc la province de Lualaba va faire une donation de 100 000 $ que nous allons envoyer à Kinshasa. Les autres pourront emmener à manger et les médicaments. Des membres du gouvernement, députés provinciaux, entreprises minières, opérateurs économiques ainsi que d'autres personnalités ont emboîté les pas de la chef de l'exécutif provincial. 1 million de francs par député parce que l'Assemblée compose 20 députés. Le petit geste de chaque ministre, mais tout le gouvernement mis ensemble, il m'a été communiqué un montant de 500 $ par ministre. Ces fonds collectés devront être envoyés au gouvernement central avant la destination des Goma. Retour à Kinshasa où la présidente de la fondation Motuya, Sephora Mboui, s'est rendue au quartier Pekadjuma pour sensibiliser les habitants de ce coin de la capitale sur la pandémie de la Covid-19 et ses conséquences. Ces habitants ont été bénéficiaires dans l'eau de matériel sanitaire. Mais par un élan de solidarité face à la crise sanitaire qui traverse la République démocratique du Congo suite à la 3e vague de la Covid-19, la Fondation Motuya a procédé ce jeudi 24 juin à la remise d'un lot de matériel sanitaire aux femmes et filles de Pakadjuma. Sephora Mboui, présidente de la Fondation Motuya, a fait une ronde dans ce quartier tout en sensibilisant les habitants sur le respect de gestes barrières. Sur place, le constat est amer. À Pakadjuma, ces quartiers qui se situent dans la commune de Limité, les gestes barrières ne sont pas respectés. Les habitants sont exposés au risque de la contamination. J'ai l'habitude de venir ici parce que c'est une cité un peu misérable en fait. Il y a la misère, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'histoires à raconter ici. Et moi personnellement, je suis ici pour sensibiliser les jeunes filles mères concernant la grossesse précoce. Mais au-delà de ces fléaux de grossesse précoce,
il y a le coronavirus qui ne cesse d'abattre. Alors je leur ai apporté ce masque en tissu pour qu'ils puissent au moins se protéger. Plusieurs femmes et jeunes filles ont bénéficié de ces dons en cette période difficile que traverse la République démocratique du Congo. Cette tournée était également une occasion pour Sephora Mbouyi de conscientiser les habitants de Pakadjouma sur l'existence réelle de la Covid-19 et ses conséquences. L'actualité, c'est aussi le décès du directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Ernest Kabila, dont la nuit de jeudi à vendredi, ici à Kinshasa, après quelques jours de maladie. L'annonce a été faite par l'Union nationale de la presse du Congo dans un communiqué rendu public ce 25 juin. L'UNPC présente par ailleurs ses condoléances les plus attristées à sa famille biologique, à la RTNC et à toute la corporation. Sport pour terminer, sanctionné par la Fédération internationale de football association pour 12 mois et interdit de pratiquer toute activité liée au football sur le plan tant national qu'international. Constant Omari Selemani est sorti de son silence pour donner sa version de fait. Tenez, selon lui, cette sanction est un consentement mutuel entre lui et la FIFA. Cette sanction de l'instance fêtière du football international fait suite aux avantages reçus de la part de Lagardère Sport pour un total de 64 444 € dans le cadre des négociations que Constant Omari avait entamées avec cette entité en lien avec la commercialisation de certains droits de retransmission télévisée attribués à la société LC2 et le recouvrement des impayés. C'est un consentement mutuel entre moi, mon avocat et la FIFA et nous nous sommes mis d'accord sur la proposition de la FIFA était de 18 mois et sans pénalité financière. Moi, j'ai proposé à la FIFA de pouvoir rembourser ce qu'on prétend que Lagardère aurait dépensé les 4 nuitées pour moi et les mises à ma disposition pendant 1 année et demie des véhicules quand j'étais de passage à Paris. Tout a été évalué, c'était 64 444 € et j'ai proposé à la FIFA de pouvoir les rembourser. Donc, comme c'était un accord de consentement mutuel, c'est comme ça que vous allez retrouver dans cette sanction. La FIFA est partie de 18 mois à 12 mois et a accepté que je puisse rembourser cet argent. Indexé par plusieurs amoureux du ballon rond congolais d'avoir déstabilisé certains clubs de la Ligue 1 avec des décisions partiales avant de rendre le tablier à la tête de la FECOFA, Constant Omari Selemani nie son implication de près ou de loin dans les différents litiges traités par la commission de la FECOFA. L'effort que chaque équipe doit fournir, c'est d'améliorer l'administration. Vous devez avoir des secrétaires généraux compétents, qui maîtrisent tous les rouages. Pas des secrétaires généraux qui vous embêtent dans des erreurs, avec une double affiliation de tel jour, ainsi de suite. Et quand ça barre, on veut aller se cacher derrière la FECOFA. Ça, ce sont des choses qu'il faut éviter. Même à mes collègues qui sont restés à la FECOFA, je ne pense pas que certains secrétaires de clubs vont encore leur tendre ce genre de pièges. Le véritable problème, c'est au sein de nos propres clubs, les administrations de nos clubs. À la question de savoir s'il va présenter un dauphin lors de prochaines élections à la FECOFA prévues au mois de décembre, Constant Omari a préféré donner sa langue au chat. On va prendre le rappel des titres avant de nous quitter. Tête à tête ce vendredi au Rwanda entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, au menu les relations bilatérales entre la RDC et le Rwanda. Le gouverneur de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, convoqué par le vice-premier ministre de la Sécurité pour des orientations, l'objectif étant notamment d'insister sur le respect de la dignité humaine après le ras-le-bol de la population quinoise suite aux mesures prises par l'autorité urbaine de la ville concernant les gestes barrières. On a également parlé de la version des faits de Constant Omari au sujet de sa suspension par la FIFA. Il s'agit, selon lui, d'un consentement mutuel. Voilà tout pour ce journal. Merci de votre confiance renouvelée. Excellente suite de nos programmes. Protégez-vous, prenez soin de vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. La famille Ilunga Kalambo a la profonde douleur d'annoncer aux amis, frères et connaissances la mort inopinée de leur père, le docteur Émile Ilunga, décès survenu le 23 juin 2021 aux cliniques universitaires à la suite d'une courte maladie.
En attendant le programme des obsèques, le deuil se tient à la résidence 6 boulevard du 30 juin, immeuble résidence Tabac Congo référence en face du supermarché Régal. Communiqué nécrologique. La grande famille Chimbombo Mukuna et la communauté de Miabi ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances, également à leurs partenaires politiques, le décès du sénateur honoraire Jacques Chimbombo Mukuna, affectueusement appelé le Baoba, le patriarche, mort survenu à Kinshasa ce jeudi 24 juin 2021. La famille vous prie de bien vouloir prendre patience pour la suite du programme qui sera communiqué ultérieurement conformément aux annonces présidentielles sur la 3e vague de la Covid-19. En attendant, merci de garder une pensée pieuse en mémoire de l'illustre disparu. Le programme des obsèques vous sera communiqué très prochainement. Fête à Kinshasa le 24 juin 2021 pour la grande famille Chimbombo Mukuna, Georges Mukuna, Lwabing.